Réserve fédérale des États-Unis, l'enjeu de la liquidité mondiale et du dollar américain. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. En cette semaine de décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, je tiens à vous proposer un point précis sur quelque chose que vous avez vu circuler. La corrélation positive très marquée entre l'évolution des actifs risqués en bourse. Alors, je parle du marché actions et aussi du marché des crypto-monnaies lorsque j'évoque les actifs risqués en bourse. Une corrélation positive forte avec l'évolution de la liquidité mondiale selon l'agrégation des agrégats M2 des différents pays, en fait essentiellement l'Union européenne, le Japon, la Chine, les États-Unis, les principales offres monétaires à travers le monde. Et dans cette affaire de l'offre monétaire mondiale, la Réserve fédérale des États-Unis joue un rôle décisif. Alors, cette semaine, mercredi 19 mars, c'est une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui d'ailleurs est très attendue alors que les actifs risqués ont été secoués dans tous les sens, entre autres par la guerre commerciale menée par l'administration Trump. Et forcément, le marché attend d'être rassuré par la Réserve fédérale des États-Unis, même si cette semaine, elle ne va pas baisser ses taux d'intérêt. D'ailleurs, elle met au passage à jour ses projections macroéconomiques, mais le marché a besoin d'entendre que la Fed est prête à être réactive et à adoucir, en tout cas à reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux en cas de besoin. Ça peut être lié au marché financier, lié à l'inflation, lié à l'emploi, lié au cadre global macro. Le marché a besoin d'un équilibre dans la balance face à l'agressivité de la guerre commerciale. Et pour les marchés financiers, ce qui compte, c'est l'évolution de la liquidité mondiale. Alors là, c'est vraiment passionnant. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui est assez acquis par la haute finance, la corrélation positive, historique d'ailleurs, mais de plus en plus marquée à travers le temps, entre la tendance, allez, on va prendre l'exemple du S&P 500, et de la liquidité mondiale. Cette fameuse agrégation, donc la liquidité mondiale, je vais prendre l'agrégat monétaire M2, qui va résumer l'offre monétaire globale au sein d'un pays. Chaque pays a son offre monétaire, et l'offre monétaire globale, c'est l'addition des offres monétaires des différents pays. Sachant que les deux principales offres monétaires du monde, les deux principales masses monétaires du monde, les trois, on va dire, sont celles de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne. Le marché, les actifs risqués sont toujours haussiers lorsque vous avez la masse monétaire qui augmente de concert aux États-Unis, en Chine et au sein de l'Union européenne. Bon, en fait, au sein des principales masses économiques mondiales. Cette corrélation, elle est d'autant plus intéressante qu'il y a un aspect temporel. Effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il faut du temps pour que l'évolution de l'offre monétaire agisse sur le prix des actifs risqués en bourse. Et certains se sont même amusés à calculer des corrélations pour déterminer quel était le meilleur écart temporel. En gros, l'évolution de l'offre monétaire serait en avance sur l'évolution du prix des actifs risqués en bourse. Un décalage de 2 mois, parfois 70 jours, d'autres argumentent en faveur de 100 jours. Bon, dans tous les cas, un décalage de 2 à 3 mois. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2 mois, l'offre monétaire est fortement repartie à la hausse. Mais il faut raisonner de manière moins simpliste que cela. Il faut comprendre ce qui se cache derrière l'évolution de l'offre monétaire mondiale. Pourquoi depuis 2 mois l'offre monétaire rebondit? Quelles sont les contributions, les contributeurs, les facteurs qui contribuent de manière décisive à l'évolution de cette offre mondiale monétaire? Alors depuis 2 mois, c'est par exemple en gros essentiellement l'augmentation de l'offre monétaire en Chine, avec une politique monétaire expansionniste, une politique budgétaire expansionniste, dans le but de relancer la croissance économique, en particulier la consommation des ménages. Mais qu'en est-il de l'offre monétaire aux États-Unis? Quel est le rôle du dollar américain dans tout ça? Qu'en est-il de l'offre monétaire en Europe? Et donc, il faut éviter peut-être de tomber dans un piège d'une offre monétaire qui serait artificiellement gonflée, par exemple, par un facteur change. Puisque pour calculer l'offre monétaire mondiale, il faut bien l'exprimer dans une seule et même devise, et donc le dollar américain. Et il est vrai que le dollar recule depuis le début de l'année. Donc, c'est tous ces aspects-là qui comptent. Et bien sûr que dans l'offre monétaire mondiale, la Réserve fédérale des États-Unis joue un rôle décisif. L'offre monétaire
aux États-Unis, lié au cycle des taux d'intérêt, lié au bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, lié à la dynamique du dollar américain sur le marché des changes. Le dollar US, c'est ce que je traite dans cette émission Fast and Forex. Alors en cette semaine de Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, l'enjeu de la liquidité mondiale en lien avec la Fed, et vous allez voir, c'est ce qu'il manque dans le rebond de l'offre monétaire mondiale depuis 2 mois, il manque une contribution, et celle qui est essentielle, qui est celle qui vient des États-Unis. Donc première partie, je vous refais un topo rapide sur la corrélation entre la liquidité mondiale selon M2 et les actifs risqués en bourse. Deuxième partie, et ce sera la partie la plus intéressante, je reprends en détail les contributeurs à l'offre monétaire mondiale. En gros, qu'est-ce qu'il a fait monter, qu'est-ce qu'il a fait baisser, est-ce que ça agit en même temps, pas en même temps. Vous allez voir que là, c'est vraiment très intéressant. Troisième partie, c'est ce qui nous intéresse directement cette semaine, et comme je l'aurais expliqué dans la seconde partie, ça fait partie des principaux facteurs de l'évolution de cette liquidité mondiale, bien sûr, la Réserve fédérale des États-Unis, le cycle du taux d'intérêt de ces fonds fédéraux, l'évolution du bilan de la Fed, en fait, l'évolution de ce qu'on appelle la liquidité nette aux États-Unis, qui ne se résume pas au bilan de la Fed, et ça c'est très important, sans oublier le rôle clé du dollar américain face à un panier de devises. Et aussi, vous allez voir, la volatilité du marché obligataire, qui compte aussi dans ce calcul de la liquidité mondiale. Et ça, c'est directement lié à ce que la Réserve fédérale va proposer ce mercredi, et en particulier la mise à jour de ses projections macroéconomiques. Et enfin, en dernière partie, Fast and Forex oblige, je vous ferai le point d'analyse technique hebdomadaire habituel sur le dollar américain face à un panier de devises. C'est parti. C'est parti en cette semaine de Réserve fédérale des États-Unis. Nous allons parler liquidité mondiale, dollar américain, bilan de la Fed, perspective de politique monétaire. C'est la clé de la décision de politique monétaire de la Fed qui sera rendue cette semaine. Et donc, le plan, je vous l'ai donné en première partie de vidéo. Il s'affiche à nouveau ici sous vos yeux. 4 parties. Première partie, je vous rappelle donc cette corrélation forte entre l'évolution de l'offre monétaire mondiale, l'addition des agrégats M2 des différents pays, les principales économies. Deuxième partie, nous allons voir comment se construit cette liquidité mondiale, et vous allez voir le rôle important du dollar américain, de la Réserve fédérale des États-Unis, des perspectives de politique monétaire, bref, des éléments que nous traitons dans cette émission Fast and Forex, régulièrement, chaque semaine. Troisième partie, quels sont les temps forts, ce qui va vraiment compter dans la décision de politique monétaire de la Fed ce 19 mars. Enfin, on se fait un petit point technique rapide, mise à jour sur le dollar américain face à un panier de devises. Liquidité mondiale, selon donc l'addition des agrégats M2 des différents pays, donc M2 qui est un agrégat monétaire, et la corrélation avec les actifs risqués. Donc j'ai 2 graphiques à vous montrer pour commencer. Tout d'abord, effectivement, ce qui est une corrélation historique de très long terme entre les actifs risqués, donc vous avez ici le S&P 500, et la liquidité mondiale selon M2. Donc la liquidité mondiale selon M2, au passage, hein, si vous cherchez à trouver le même indicateur que moi sur TradingView, vous tapez comme ça, ici M2 Global Liquidity Index, et vous allez le trouver, hein. Vous pouvez taper comme ça en entier, et vous allez le trouver, vous aurez le même que moi. Corrélation positive donc entre le S&P 500 et la liquidité mondiale, et ce qui est intéressant, c'est donc que cette addition des offres monétaires mondiales, non seulement bien sûr est corrélée à la tendance des actifs risqués, mais comme on peut le voir aussi sur le cours du Bitcoin, eh bien, semble être en avance, car il faut du temps pour que l'augmentation ou la diminution de la monnaie disponible se transmette au marché financier, finit donc par agir. Et par exemple, sur Bitcoin, beaucoup d'études ont été faites, et il y aurait un décalage d'environ 70 jours entre ici, par exemple, le point bas de la liquidité, le point bas du Bitcoin, le point bas de la liquidité, le point haut du Bitcoin, le point bas de la liquidité. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez observer que depuis maintenant 2 mois, plus de 2 mois, la liquidité mondiale est en fort rebond, et donc le marché, selon ce principe de la corrélation, et selon ce qu'on observe en termes de décalage temporel, eh bien, sur les actifs risqués, donc le S&P 500 et aussi le marché des crypto-monnaies, le marché attend un rebond de
printemps, un rebond du mois d'avril. Mais vous allez voir qu'en fait, l'enjeu, c'est de bien comprendre ce qui se cache derrière ce rebond de la liquidité mondiale depuis 2 mois. S'agit-il d'un rebond véritablement fiable ou est-ce lié simplement à un facteur change? Eh bien, c'est là où cette présentation va avoir son importance. Quels sont les contributeurs clés au calcul de la liquidité mondiale? Laissez-moi donc vous présenter ce tableau. Je retire ici la petite caméra. Vous avez ici un tableau donc qui vous donne la façon dont est calculée cette courbe de la liquidité mondiale, que je vous montre ici en juxtaposant, en superposant le S&P 500, le contrat futur S&P 500 et l'addition des offres monétaires mondiales. Et effectivement, donc, tout d'abord, eh bien, vous avez les deux principales masses monétaires du monde sont la masse monétaire des États-Unis et la masse monétaire de la Chine. Ensuite, vous avez la masse monétaire de l'Union européenne, du Japon, du Royaume-Uni. Mais les 3 véritables masses monétaires qui vont compter sont celles de la Chine, des États-Unis et de l'Union européenne. Et c'est ça qui vous crée l'offre monétaire mondiale. Alors, la question qu'on peut se poser, et qui est intéressante, c'est dans le rebond de la liquidité mondiale que l'on observe donc depuis maintenant le début du mois de janvier, alors qui ne se voit pas dans le S&P 500, car rappelez-vous, il y a un décalage temporel, on le voit ici. Point bas de la liquidité mondiale, le point bas du S&P 500 était plus tard. Point haut de la liquidité mondiale, le point haut du S&P 500 était plus tard. Il faut du temps pour que cette liquidité se transfère au marché financier. Et donc là, forcément, lorsqu'on voit que la liquidité mondiale fait un nouveau record historique, c'est pas rien. La liquidité mondiale fait un nouveau record historique. On se pose la question de savoir combien de temps cela va prendre pour que ça se transmette au marché. Et surtout, qu'y a-t-il dans cette hausse? Est-ce que c'est sain? Alors, je vous remontre ici donc les différentes composantes. Tout d'abord, là où on peut se poser la question, où on peut douter, c'est qu'un facteur change. Mais oui, l'offre monétaire mondiale selon M2 des différents pays, elle est calculée dans chaque pays en monnaie locale. Pour ensuite en faire l'addition et calculer la liquidité globale mondiale, il faut convertir en dollars. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une partie énorme du rebond de cette liquidité mondiale qui a été due à une chute du dollar américain face à un panier de devises. Alors au passage, ça c'est un scénario technique que je vous propose dans cette émission Fast and Forex. Et d'ailleurs, bis repetita, le dollar américain reprend la direction du sud, à l'image de ce qu'il avait fait ici, il avait pris la direction du sud lors des premières semaines du premier mandat de Donald Trump. Donc ça c'est une chose. Alors ensuite, là aussi où on peut voir que c'est assez sain, c'est qu'en fait il y a une contribution énorme du rebond de la liquidité en Chine, avec une politique monétaire et budgétaire très expansionniste, et aussi des conditions monétaires qui sont plus accommodantes en Europe, qu'effectivement l'offre monétaire selon M2 en Chine est en explosion haussière, que la Chine fait son possible pour essayer de relancer la consommation des ménages en Chine. Au sein de la zone euro, le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne est presque revenu à la neutralité. En tout cas, la politique monétaire n'est plus restrictive. Donc vous avez, si vous voulez, dans le rebond de l'offre monétaire mondiale depuis donc le début de l'année, il y a quand même des choses qui sont tangibles, qui ne sont pas que la baisse du dollar américain, mais qui sont l'augmentation de M2 en Chine et en Europe. Par contre, aux États-Unis, la contribution du M2 américain est encore très faible, parce que la Fed a mis en pause depuis le mois de décembre dernier la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, parce que le bilan de la Fed est toujours en repli. Et lorsque vous regardez du côté de la liquidité nette au sein du système financier américain, oui, vous avez une toute petite hausse, mais elle est très loin d'être revenue sur son record historique. En jaune, vous avez le Bitcoin, en vert, vous avez le S&P 500, et là, vous avez la liquidité nette au sein du système financier américain. Et donc, en fait, c'est finalement là où l'on peut s'interroger. C'est qu'en fait, vous avez donc un vrai rebond de la liquidité mondiale, qui est essentiellement lié à la Chine, un peu à l'Europe, en grande partie à cause de la baisse du dollar américain, parce que les masses monétaires nationales sont converties en dollars pour être intégrées dans l'addition de la liquidité mondiale, et reste, il y a eu donc une toute petite hausse de la liquidité nette aux États-Unis, mais elle est très légère.
et c'est là où la Fed intervient, pour que nous puissions considérer que ce rebond de la liquidité mondiale est fiable, il faut une contribution du M2 américain. Et pour ça, il faut que la Réserve fédérale des États-Unis réouvre la porte à la reprise de la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux et surtout donne un message positif aux marchés financiers, alors que les marchés sont pris dans la torpeur de la guerre commerciale. Nous avons besoin d'entendre que la Fed est prête à reprendre ses baisses de taux d'intérêt. Donc, au final, ce qui va vraiment compter cette semaine, avec la décision de politique monétaire de la Fed, ce sont la mise à jour de ses projections macroéconomiques et l'impact que cela va avoir sur la tendance du dollar américain et sur la tendance du M2 américain. C'est vraiment là où les choses vont se jouer. Alors justement, la Réserve fédérale des États-Unis dévoile donc ce mercredi 19 mars une nouvelle décision de politique monétaire. Rappelez-vous, la Fed a mis en pause la baisse de ses taux d'intérêt en décembre dernier parce qu'il y avait eu un petit rebond de l'inflation. Depuis, l'inflation a repris la direction du sud. La désinflation a repris. La question est de savoir, est-ce que la Fed va s'en satisfaire? Est-ce que la Fed va à nouveau afficher sa confiance dans cette reprise de la désinflation, ou va-t-elle afficher une crainte que la guerre commerciale de l'administration Trump vienne briser cette reprise de la désinflation? Et c'est là, finalement, où les choses vont être très importantes. Et pour cette liquidité mondiale, le rôle du dollar américain, je vous rappelle, le rôle du dollar américain, il est crucial, parce que toutes les masses monétaires mondiales sont converties en dollars. Alors, donc, cette semaine, la Fed ne va pas baisser ses taux ce mercredi 19 mars, mais la Fed va donc donner une décision de politique monétaire avec, comme vous pouvez le constater ici, la mise à jour de ses projections macroéconomiques. La mise à jour de ces projections macroéconomiques va prendre la forme d'un tableau. Ce tableau date de décembre dernier. Depuis décembre dernier, la Fed n'a pas mis à jour ses projections macro, et depuis, les choses ont changé. Par exemple, en décembre dernier, la Fed avait peu de confiance dans la reprise de la désinflation. Depuis, la désinflation a repris. La désinflation a repris selon le CPI, la désinflation a repris selon le PPI, la désinflation a repris selon le PCE. Certes, elle est encore au-dessus des objectifs de la Fed, mais par exemple, le PCE nominal est tombé à 2,5. La Fed, elle, en décembre, était très pessimiste, nous disant que le PCE nominal ne tomberait pas sous 2,5 cette année. Et surtout, en décembre dernier, la Fed ne laissait envisager que 2 baisses de taux d'intérêt. Est-ce que cela va changer? Oui ou non? Et c'est vraiment ça qui va permettre d'orienter la poursuite de la tendance de la liquidité mondiale, qui fait donc un nouveau record historique, qui est en rebond et qui fait un nouveau record historique. Donc ça, c'est vraiment le temps fort, avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Il va falloir vraiment accorder toute votre attention à la mise à jour de ces projections macro, notamment la mise à jour des anticipations de taux de chômage, voir si la Fed s'inquiète d'une récession ou pas. Et à partir du moment où la Fed s'inquiéterait d'une récession, eh bien, va-t-elle laisser envisager la reprise du taux d'intérêt des fonds fédéraux, ou pourquoi pas une action au niveau de son bilan, puisque c'est vrai que le bilan de la Fed a tendance à se replier. Donc tout ça, ce sont des choses que le marché va surveiller et qui seront le temps fort fondamental de cette semaine. Un mot technique sur le dollar américain face à un panier de devises, pour lequel donc, je vous propose un suivi régulier ici chaque semaine. Alors effectivement, nous avons un scénario de type bis repetita, puisque ici, lors des premières semaines du premier mandat de Donald Trump, le dollar avait pris la direction du sud, le dollar prend la direction du sud, il a réintégré ce range dont il était sorti par le haut, et effectivement, lorsqu'on réintègre un range, en général, on vise la partie basse. Alors attention, un rebond technique est tout à fait possible, mais on voit bien qu'une pattern de renversement haussier ici a été validée sur le dollar américain face à un panier de devises, et donc désormais, tant qu'il se maintient sous ce niveau, tant qu'il se maintient sous cette trendline, tant qu'il se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours, tant qu'il se maintient sous ces 105-106 points, le dollar reste en correction. Alors, il est possible qu'il fasse un retest, mais voilà, alors bien sûr que, voilà, ici, ce niveau-là, désormais, c'est l'invalidation de la baisse. Et tant qu'on est là-dessous,
le marché est considéré comme étant en trajectoire baissière. Alors, c'est en grande partie grâce au rebond du cours de l'euro-dollar aussi, où ce qui est très intéressant, c'est que sur l'euro-dollar, je vous ai mis ici les données du rapport Commitment of Traders. Donc vous avez un beau retournement à la hausse de la position nette institutionnelle sur les contrats futurs euro-dollar. Ça, c'est quelque chose que je vous avais montré. Et c'est intéressant de noter que nous avons une structure sur l'euro-dollar, prix et positionnement institutionnel, qui est très similaire à ce que fut le point bas ici de l'automne 2022, ou ce que fut le point bas ici du printemps 2020. Donc, ça, ce sont des éléments qui laissent envisager que ces prochaines semaines, même si entre-temps ça peut rebondir, que le dollar revienne chercher cette zone, en tout cas d'ici la fin du printemps. En réalité, c'est la Fed qui tient les choses entre ses mains. Tout va dépendre de son ouverture ou pas à la reprise de la baisse du taux d'intérêt de ces fonds fédéraux. Et d'ailleurs, cette semaine, moi je vous invite vraiment à suivre de près l'évolution du rendement obligataire à 2 ans donc aux États-Unis, qui est considéré comme le taux d'intérêt qui anticipe le mieux celui de la Fed. Et moi, j'ai toujours en tête, sur ce rendement obligataire à 2 ans, une sorte de pattern comme ça, de sommet. Et là, en fait, ce taux, en fonction de ce que la Fed va nous dévoiler ce mercredi, la réaction du 2 ans américain sera vraiment décisive. Si la Fed ouvre le chemin, si la Fed se montre moins restrictive, la baisse du taux obligataire à 2 ans reprendra la direction du sud et les perspectives monétaires deviendront plus accommodantes. Par contre, si la Fed reste très restrictive, s'inquiétant de la guerre commerciale, là, les choses peuvent se compliquer et là, le taux à 2 ans pourrait rebondir et le dollar américain, en tout cas, au moins faire, dans un premier temps, un rebond technique. Voilà, chers amis, donc vraiment, cette question de la liquidité est centrale. Le manque de contribution du M2 américain est importante, la tendance du dollar aussi, et donc au final, même s'il y a un rebond du M2 chinois, même si les conditions monétaires sont plus accommodantes en Europe, en réalité, la Fed garde complètement la main, et nous avons besoin d'elle pour savoir si oui ou non il faut faire confiance à ce rebond de la liquidité mondiale qui annoncerait un mois d'avril pas trop mal pour les actifs risqués en bourse. Merci à toutes et à tous de votre attention.